canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Dis-moi Samir, est-ce que tu as déjà été obsédé par une image? Attention, je te parle d'une vraie obsession, quelque chose qui te fascine et qui ne quitte plus ton esprit pendant des jours, des semaines, voire des mois. Moi, ça m'est arrivé. C'était un tableau que mon père venait de peindre et qui représentait une femme en train de prier et une main gigantesque plongée sur elle. Et je sais pas pourquoi, mais cette image m'a captivé et un peu terrifié aussi. Alors moi j'étais gamin, je comprenais pas ce que je regardais, donc mon père a dû m'expliquer qu'il s'agissait de la main de Dieu. J'ai jamais réussi à m'enlever ce tableau de la tête. Je me souviens encore m'être posé un tas de questions sur la religion, l'importance de Dieu, et jamais une œuvre n'avait occupé mon esprit aussi longtemps et aussi intensément. Et si je te parle de ça, c'est justement parce que je viens de découvrir La femme au portrait de Fritz Lang. Je cherchais un film que j'avais encore jamais vu de lui. Mon choix s'est arrêté sur celui-ci, justement parce que le point de départ est le même. C'est l'histoire du professeur Wanley, joué par Edward G. Robinson, qui un jour, en passant devant une vitrine, se retrouve captivé par un tableau qui y est exposé. Le portrait d'une femme. En sortant de son club habituel le soir même, il décide d'aller admirer à nouveau le tableau et se retrouve alors nez à nez avec une femme. Elle, interprétée par Joan Bennett, et qui semble avoir servi de modèle pour le portrait. Celle-ci se montre assez entreprenante, lui propose d'aller finir la soirée chez elle pour admirer d'autres croquis. C'est alors qu'un homme fait irruption chez elle et s'apprête à agresser la jeune femme. Mais notre héros s'interpose, entame un combat avec l'agresseur et finit par le tuer par légitime défense. Avec un cadavre sur les bras, nos deux protagonistes vont alors se creuser la tête pour se débarrasser du corps et tout faire pour laisser ça derrière eux. Alors qu'au même moment, une enquête de police démarre. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film, c'est qu'il prenait une tournure que je n'attendais pas. Quand j'ai su de quoi le film parlait, je pensais me retrouver devant une espèce d'histoire fantastique. Peut-être un récit à la 4e dimension. Mais finalement, on se rend assez vite compte que c'est un film qui aborde la question de la morale, et qui questionne cette notion dans la société contemporaine. Finalement, et assez schématiquement, le film va raconter comment un homme, par fascination et passion pour une femme, va se retrouver à braver les codes moraux établis par la société dans laquelle il vit. Pour résumer, on a un professeur dont la femme et les enfants viennent de le quitter pour quelques jours, et qui va donc se retrouver seul. Vient ensuite une scène dans laquelle notre héros et ses amis discutent dans un club et exposent leurs frustrations, et ce qui ressort le plus, c'est cette idée que leurs belles années sont derrière eux. Et on sent clairement que ça leur fait du mal. En effet, il y a une scène où les trois personnages expliquent qu'ils ne peuvent plus séduire une femme comme ils le faisaient avant, qu'ils ne sont plus aussi agiles qu'autrefois, et finalement tout ce discours sera très important pour la suite, parce que c'est ce qui va motiver notre personnage à faire tout ce qu'il va faire. Oui, parce que comme sa femme et ses enfants sont partis pour quelques jours, il n'a plus ce cadre social, et alors n'aura plus l'obligation tacite de respecter les codes moraux établis par la société. Et finalement, il s'amusera tout le long du film à briser ces règles crescendo en allant toujours plus loin dans le moralement répréhensible. Il commence par aller boire un verre avec une inconnue alors qu'il est marié, il décide de finir la soirée chez elle, il tue un homme pour elle, mais par légitime défense. Au lieu d'aller se dénoncer, il décide de cacher le corps et de tout cacher à la police. Il passe son temps à mentir aux autorités, etc., etc. Et Samir, je sais pas ce que t'en penses, mais ce que je trouve bien fait dans la structure de ce film, c'est que il y a plus ou moins 2 pivots dans le récit. Et ceux-ci, quelque part, vont être annoncés dès la première scène. Il s'agit d'un cours magistral du professeur Wanley, où il explique qu'un homicide ne doit pas avoir les mêmes critères de jugement en fonction de si c'est un homicide pour légitime défense ou un homicide par appât du gain. Sauf qu'un meurtre par légitime défense, il va en commettre un assez rapidement, et plus tard il décidera de faire éliminer un homme qui menacera de le dénoncer. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ce personnage qui semble bien sous tout rapport révèle de plus en plus de parts sombres dans sa personnalité. On a alors droit à une vraie psychanalyse, où on finit par se demander quels sont les mécanismes qui poussent un homme à agir
selon son moi profond, à bafouer toutes les règles sociales qu'il connaît depuis tout petit pour agir dans son propre intérêt et provoquer de plus en plus de mal. Et cette notion de pivot, notamment en ce qui concerne le deuxième meurtre, est très bien représentée, je trouve. On a deux scènes qui mettent ça en image très bien. Dans la première, le couple formé par les deux héros du film se balade le long d'une grille dans la rue et essaie de trouver une solution au problème du maître chanteur. Alors qu'on les cadre tous les deux à travers la grille, imagerie qui peut facilement faire penser à l'emprisonnement, le professeur Wanley évoque une solution. C'est alors que la grille commence à disparaître du cadre et celui-ci devient un peu plus aéré. Sauf que la solution en question, ce serait de tuer le maître chanteur. Et c'est alors que la grille reprend de plus en plus de place dans le cadre, et on comprend alors que cette solution ne le fait pas sortir de la cage, mais qu'il vient bel et bien d'y entrer pour de bon. L'autre scène qui, je trouve, marque vraiment l'idée du pivot narratif, c'est ce passage-là, dans un hall de bâtiment entouré d'ascenseurs, avec régulièrement des gens qui passent, qui vont et qui viennent. On a vraiment l'incarnation de la société qui est représentée ici, avec eux plantés au milieu et devant faire un choix. Parce que finalement, c'est bien quand ils pensent à un ascenseur, c'est exactement la représentation du choix pour aller quelque part. Tu actionnes un bouton pour monter ou descendre. Et si on voulait pousser la métaphore encore plus loin, on pourrait très bien supposer que l'idée de monter ou de descendre représenterait tout simplement un aller simple, pour le paradis ou l'enfer. Encore une fois, on creuse la question du choix moral. Et c'est durant cette scène que notre héros donne le poison à la femme au portrait, pour qu'elle aille empoisonner le maître chanteur. On est sur un véritable passage à l'acte. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on n'arrête pas de voir des passants traverser le cadre, aller et venir, parce que je trouve que ça donne une dimension sociale à cette question des choix moraux. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, ce sont toutes ces ruptures de ton. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour qui est saupoudré à travers le récit, mais qui est mêlé à de véritables scènes de tension. Parce qu'un des amis du professeur a un visu permanent sur l'enquête à propos du cadavre. Et donc notre personnage principal va tenter de glaner des informations pour essayer de savoir où en est l'enquête et savoir si il va se faire choper ou pas. Sauf qu'en faisant ça, il donne beaucoup d'éléments qui laissent à penser qu'il est bien plus au courant qu'il ne devrait l'être. Ce qui en fait un personnage assez maladroit, mais surtout qui rend certaines scènes beaucoup trop stressantes, parce qu'on se dit qu'il va se faire choper n'importe quand. Et finalement, cet humour va faire qu'on s'attache au personnage, et qu'on va se prendre la fin de plein fouet. J'aimerais beaucoup te parler de la fin, Samir, parce que je trouve qu'il a certaines choses à dire sur le film et sur ce qu'il y a autour, et je crois savoir que tu l'as vu. Mais si jamais je me trompe et que t'as pas envie d'en savoir plus sur le film, n'écoute plus ce que j'ai à dire et arrête-toi ici. Donc dans le film, l'étau se resserre de plus en plus au fil que l'histoire avance, et nos héros sont littéralement dans une impasse, parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer le maître chanteur, et celui-ci s'apprête à leur soutirer beaucoup d'argent. Le professeur, convaincu que sa vie est ruinée, décide de se suicider. Sauf qu'un peu plus tôt, et il le sait pas, le maître chanteur s'est fait tuer par les flics, suite à une altercation qui a mal tourné. Il était donc tiré d'affaire, mais trop tard, on le voit mourir sous nos yeux. Sauf que, tout ça, c'était un rêve. Et je t'avoue qu'en temps normal, j'ai du mal à supporter ce genre de twist. Sauf que là, je trouve que ça a une grosse importance. En fait, pour revenir sur ce qui se passe dans le film, notre héros se réveille dans son fauteuil où il s'était endormi dans le club. Et en fait, là où moi je pensais y voir une censure de la part des studios de ne pas vouloir maintenir la mort du personnage par suicide, la raison principale donnée par Fritz Lang était que selon lui, une histoire pareille ne nécessitait pas 3 morts. Et je trouve ça assez intéressant, mais ce que je me dis surtout, c'est que là où j'y voyais une espèce de psychanalyse, je trouve que le concept est encore plus poussé en faisant de tout ce récit un rêve. Et du coup, en faisant la représentation d'un monde conçu uniquement par le cerveau de notre personnage. Et je trouve ça assez fort parce qu'en termes de mise en scène, Fritz Lang a réussi à ramener ces thématiques dans un monde de films noirs. C'est assez drôle quand on sait que c'est lui-même, avec certains de ses films, qui a inspiré le genre du film noir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que très souvent, la photographie des films noirs est souvent faite pour représenter l'état d'esprit des personnages. C'est un peu une boucle qui se referme. Et je trouve ça fascinant. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et si jamais tu ne l'as pas vu, mais j'en doute, je t'invite vraiment à le voir. Et si jamais tu l'as vu, retourne-y.
rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me.